Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors aujourd'hui, on va essayer de déterminer si Bayer représente une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc Bayer, ici, c'est une compagnie pharmaceutique, mais également une compagnie qui produit, voilà, essentiellement des produits liés à la protection des plantes. Donc ça peut être lié à la protection des plantes, comme la croissance des plantes. Donc notamment avec une marque très connue qu'on appelle Monsanto, qui est d'ailleurs une magnifique erreur d'acquisition. Donc d'où la raison pour laquelle il faut souvent faire attention quand une entreprise essaie de faire une acquisition. Donc, dans tous les cas de figure, ici, on va se baser sur le revenu, la croissance, la dette nette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et la qualité du dividende s'il y a. Donc, la première chose qu'on regarde ici, la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, je constate que nous avons des revenus à peu près stables. Donc, quand on regarde ici la croissance sur les 10 dernières années, on a à peu près 1,90%, enfin, donc environ 2%. Sur les 5 dernières années, on a moins 1%. Sur les 3 dernières années, on a 3% de croissance. Donc, on constate ici que la période 2020 a été une période difficile. Mais avant 2020, ici, on a eu une variation ici en 2017. Donc, faites juste attention ici parce que c'est une entreprise qui a fait une acquisition. Elle a fait l'acquisition de Monsanto aux environs de 2017-2018. Elle a également été obligée de se départir d'un segment d'activité pour pouvoir acheter Monsanto pour des raisons de concurrence. Donc, pour des raisons de monopole, sans doute. Donc ici, c'est la raison pour laquelle on a cette grosse variation-ci. Donc c'est la raison. Donc il faut toujours lire les rapports financiers. Donc quand vous voyez ce genre de variation-ci, c'est bien, d'accord, mais il faut approfondir cela. Il suffit juste pas de regarder le chiffre et voilà, se dire qu'ok, c'est une entreprise qui perd de l'argent, qui n'a pas de croissance. Donc il faut savoir également pourquoi est-ce qu'on a une décroissance, pourquoi est-ce qu'on a une croissance. Donc ici, quand on observe la croissance ici des revenus, on a à peu près des revenus à peu près de 46 milliards 400 sur les 12 derniers mois, d'accord, en sachant que l'année se termine au mois de décembre. Donc présentement, tout se passe très très bien pour cette compagnie-ci. En date d'aujourd'hui, on est à 44 milliards au niveau des revenus. Donc ici, voilà, donc c'est une entreprise qui n'a pas beaucoup de croissance. Donc en date d'aujourd'hui, on attend une croissance extraordinaire, à peu pas extraordinaire, mais une bonne croissance en 2022. Donc ce sera par rapport au dernier trimestre. Donc ça c'était une croissance à peu près de 18,75%. Ok, tout ça c'est bien, mais également je constate qu'on a une augmentation des marges, d'accord. Donc si vous regardez ici, donc on a des marges à peu près de 52% ici. Donc on observe 52, 56. Après l'acquisition de Monsanto, voilà, on arrive à 57, 59, 53, 61. Donc on peut dire que ces marges sont aux alentours de 55 et plus. Donc c'est bien d'avoir les marges de free cash flow, des marges brutes qui ne bougent pas du tout. Donc si c'est supérieur, tant mieux. Donc ici, en termes de revenus, qu'est-ce que je vais prendre? Donc on va déjà être optimiste dès le début parce que je ne prendrai pas de croissance ici, même s'il y a une possibilité de croissance. Je vous ai dit que c'était également une compagnie pharmaceutique. Donc quand on parle de compagnie pharmaceutique, faites attention aux brevets. Donc notamment, allez regarder s'il n'y a pas des brevets qui arrivent à expiration bientôt. D'accord? Donc ici, quand on va prendre ici le revenu aux alentours de 46 milliards 400, d'accord, je prends le revenu sans croissance ici, 46 milliards 400. Donc ici, on va prendre une croissance de zéro, d'accord. Donc c'est une compagnie à peu près mature. C'est pas qu'il n'y a pas de la croissance. La croissance pourrait aller voilà, à la même vitesse que le niveau d'inflation, entre parenthèses. Donc on peut être aux alentours des, voilà, je prends en moyenne, hein, pas l'inflation actuelle, attention. On peut être en moyenne à 2-3% par là. Donc, au niveau de la dette nette, ici, je vous ai dit que pour la dette nette, vous allez sur Yahoo Finance et vous essayez de faire le calcul valeur d'entreprise moins captation boursière. Donc, c'est à peu près ici, à vue d'œil, je vois qu'on a aux alentours de 32 milliards. Donc, je vais utiliser mon Finbox ici pour vérifier. Donc, on est aux alentours de 31 milliards 200. Donc, à peu près 32 milliards en termes de dette nette ici. Donc, on va mettre ici 32 milliards. Donc, c'est un moins 32 milliards. Maintenant, le PRE moyen, je veux me dire ici, c'est une compagnie assez mature, d'accord. Également, elle est parmi les leaders dans son segment d'activité. Elle est assez diversifiée, même si elle a des problèmes présentement avec Monsanto, donc notamment dû à certains produits que Monsanto vendait. Ces produits-là ont été identifiés comme potentiellement cancérigènes, d'accord. Donc, il y a eu énormément de procès, elle a énormément de procès en cours présentement. Mais voilà, on table sur voilà, une résolution de tous ces procès-là aux alentours d'une quinzaine de milliards. Donc l'acquisition de Monsanto lui a coûté très très cher. Elle a acheté Monsanto à un prix très très élevé. Donc il faut faire attention quand une entreprise vous dit que nous allons faire l'acquisition d'une autre, parce que ça peut mettre en danger la stabilité même de l'entreprise à long terme. Donc toutes les acquisitions ne sont pas bonnes. C'est la raison pour laquelle quand vous avez une entreprise en portefeuille, prêtez attention à ce que le management fait, prêtez attention à toute variation au niveau du revenu, surtout lié à des acquisitions. C'est très très important, sinon vous serez surpris à la fin de la journée. Donc je prends 20 fois les bénéfices ici, d'accord.
Donc voilà, j'aurais pris 20, 22, 25, mais bon, je vais prendre 20 fois les bénéfices. Après, celui qui pense qu'on parle à des PEA plus élevés, voilà, il peut faire le calcul de lui-même. Donc le nombre d'actions ici, on va prendre ici la même chose, 982 millions. Donc je vous ai toujours dit de vérifier sur plusieurs plateformes parce que les agrégateurs ici, s'il y a une certaine erreur, ça peut se propager partout. Donc quand on regarde ici, voilà, 982 millions. Quand on regarde également là, 982 millions. Ok, on va prendre 982 millions ici. Alors, 982 millions, c'est parfait. On l'a déjà documenté ici, 982 millions. Ok, au niveau des free cash flow moyens, quand on regarde ici la marge nette, d'accord, donc c'est une entreprise qui a également assez une dépense en capital élevée, d'accord, parce que son activité est assez diversifiée, c'est pas comme une compagnie pharmaceutique normale. Donc on voit ici que les marges nettes sont aux alentours de 6, 7, 8, 8, 9, 20, 4, 9, moins 25, 2, 4. Donc quand on dit moins 25, il faut comparer avec les free cash flow. Et c'est cette année, en 2020, on a perdu de l'argent. En 2020, quand vous regardez ici, on n'a pas perdu d'argent, on a eu des free cash flow positifs. Donc quand on regarde les free cash flow en eux-mêmes, ici, on voit 10, 10, 10, 10, 9, 8. Donc on peut se dire qu'ok, si on est assez optimiste, on peut aller sur le 9 sur le 10%, d'accord. Donc à la fin de la journée, je prendrai 10% aussi ici, mais également il faut lire les rapports financiers pour voir qu'est-ce que le management pense par rapport au free cash flow, d'accord. Donc 10%, c'est ce que je prendrai ici. Donc, on va mettre 10%. Voilà, de toutes les façons, ce ne sont que des chiffres. Il faut absolument lire les rapports financiers, quand bien même l'entreprise serait sous-évaluée. Donc, le but ici, généralement, c'est de déterminer si on a une sous-évaluation ou également si on a une entreprise qui est qualitative. Parce qu'avec les chiffres, vous pouvez déjà savoir si l'entreprise est qualitative. Je vous ai dit qu'on recherche généralement une stabilité des revenus, une stabilité des marges et une dette correcte. D'accord. Donc, quand on observe ici, je peux déjà vous dire que c'est une entreprise correcte. D'accord. Ce n'est pas une entreprise extraordinaire. C'est une entreprise correcte, d'accord, voilà, qui est quand même solide financièrement, il faut dire la vérité. Même si elle a une dette à peu près de 32 milliards ici aujourd'hui, si on paye juste avec les free cash flow ici, ça représente à peu près, voilà, on va se dire qu'on est aux alentours de, voilà, 8 années par là pour rembourser la dette en question. Donc, on s'en fait le 32 moins 4,6. On est à peu près, voilà, oui, 7 années par là pour rembourser la dette nette totale par rapport au free cash flow, d'accord? Parce que si on prend par rapport aux EBITDA ici, donc le remboursement ici va prendre à peu près aux alentours de, voilà, 3 années par là, d'accord? Donc si on passe, parce que les free cash flow sont aux alentours, la marge EBITDA ici peut être aux alentours des 10 milliards par là, donc il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on a une variation à cette période aussi. Vous constatez ici qu'on a des charges extraordinaires, 15 milliards ici, 3 milliards 500 ici, donc ce sont des charges extraordinaires. Donc ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise. Donc, c'est également, je pense que c'est lié par rapport à leurs différents procès. Donc, quand on a pris le 10% de marge ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on prend 10% de marge sur les 4 milliards, 46 milliards de revenus qu'on avait, ça donne ici 4 milliards 600. D'accord? Donc, 4 milliards 600 ici. Donc, ici, c'est PER. Là, c'est free cash flow. Donc, on a pris les PER de 20. Donc, comme j'avais dit ici, PER de 20. Donc, également, on peut le mettre avec 20, avec plusieurs modèles, 20, 22, 25. Dans tous les cas de figure, moi, je n'irai pas jusqu'à 25, mais ça reste juste mon avis, d'accord? Donc, ici, ça, c'est moi, personnellement, le marché peut aller jusqu'à 25, mais je préfère avoir le moins tort possible, d'accord? Je ne cherche pas à avoir précisément raison, donc je vais me protéger au maximum. Donc ici, quand on prend à 20 fois les bénéfices, 4 milliards 600 ici, divisé par mois, ça fait ici 92 milliards, moins la dette nette de 31 milliards par là, il reste 60 milliards, divisé par le nombre d'actions ici, ça fait ici 61,23 €. D'accord? Donc l'entreprise serait évaluée à 61,23 € au prix actuel. Donc en date d'aujourd'hui, on cote à combien? On cote à 63 euros. Donc on va se dire, voilà, sensiblement, on est correctement évalué. Il n'y a pas de croissance du tout. Donc idéalement, si je veux l'acheter au prix actuel, je vais rechercher une entreprise pareille aux alentours des 30 euros par là. D'accord? Si vous prenez à 22 fois les bénéfices, on sera une valeur de 68 euros. Si vous prenez à 25 fois les bénéfices, on sera à 82 euros. Donc moi, je préfère me mettre ici à 20 fois les bénéfices. D'accord? Je me protège par rapport à la période actuelle. Donc également, si on rentre en récession, entre parenthèses, j'ai bien dit si. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que je me protège au maximum. Donc, il y aura plus d'opportunités. Donc, je ne vais pas gaspiller mon argent dans des entreprises où je n'ai pas une assez grosse marge de sécurité. Également, la marge de sécurité ici, pour moi, c'est aux alentours, le prix idéal, c'est aux alentours des 30 euros par là. 30 euros idéalement. Donc, ça, c'est correct. Maintenant, en termes de dividendes, actuellement, c'est une entreprise, voilà, elle a baissé son dividende, ce qui est une bonne décision, mais ça doit être temporaire. Donc, je vérifie également ici, est-ce qu'on a une diminution du dividende? Alors, quand on regarde ici, ouais, à peu près à 2 euros par là, le dividende. Donc, le rendement actuel du dividende par rapport au prix actuel, donc je vais juste faire le 2 divisé par, on va mettre ici 63
3,56, ça donne à peu près 3%, 3,14. Donc ici, est-ce que c'est bien ça qui est noté à ce niveau? D'accord? Donc oui, on va se dire, voilà, ça c'est le forward, trailing 12 months, donc c'est 3%, peut-être que c'est pas encore ajusté, mais on est aux alentours des 3% par là. OK. Alors, 3%, c'est le dividende actuel. Moi, je vous ai toujours dit que par rapport au le dividende ici, c'est par rapport au free cash flow, donc le dividende des actionnaires, donc le rendement des actionnaires ici, c'est 4 milliards 600. D'accord? 4 milliards 600 ici divisé par la capitalisation boursière que nous avons actuellement. Nous avons une capitalisation boursière aux alentours des 63 milliards, donc je peux arrondir à 63 milliards par là, c'est plus facile pour moi. Divisé par 63 milliards, donc ça vous donne à peu près ici 7,3%. Donc ici, on a à peu près un rendement aux actionnaires de 7,3%. Ça veut dire ceci. Ça veut dire que sans dette, d'accord, s'il n'y a pas de dette ici et que l'entreprise décide de vous reverser la totalité des dividendes en free cash flow, la totalité des free cash flow en dividendes, d'accord, vous aurez un rendement de 7,3%. D'accord? Si vous achetez l'entreprise en date d'aujourd'hui à 63 euros l'action. Si vous achetez l'entreprise, par exemple, disons 30 euros l'action pour faire simple, ça va vous revenir ici à un rendement à peu près de 14%. D'où l'importance d'acheter généralement l'entreprise à un prix moins élevé. Mais vu que cette entreprise également a de la dette, donc parfois, idéalement, il faut comparer par rapport à la valeur d'entreprise sur la dette. Donc ici, on a une valeur d'entreprise, la valeur d'entreprise ici, c'est 94 milliards. Donc 9 milliards, 4 milliards 600 divisé par 14 milliards. 47, d'accord, on va le faire justement ici. Ça donne ici à peu près 4,86%. Donc, c'est-à-dire que même en considérant la dette actuelle, voilà, ça vous donne toujours un rendement de 4,86%. D'accord? Donc, si également vous l'achetez à un bon prix, donc disons à 30 euros par là, vous aurez un rendement à peu près aux alentours de 10% par là. Donc, enfin, quand on dit 10%, je vais juste faire x2 parce que c'est divisé par 2 ici pour le 63. Donc, ça fait à peu près 9,73%. Tout ceci est correct, mais le dividende n'a pas de sens si l'entreprise n'est pas stable dans le temps. D'accord? Si l'entreprise n'est pas, si la stabilité de l'entreprise est menacée dans le temps, ça ne sert à rien de voir les dividendes passer. D'accord? Donc ici, l'entreprise a des problèmes temporaires, mais est-ce qu'elle va disparaître? Non. Elle avait un historique de croissance du dividende par le passé. Donc ça s'est arrêté tantôt par rapport aux différents problèmes qu'elle a ici. Donc, ce qui est une bonne chose parce que moi, j'aime investir dans des compagnies qui ont des problèmes temporaires. Attention, il faut faire la différence. Qu'est-ce qu'un problème temporaire? Donc, il faut aller vérifier. Est-ce que le problème lié voilà, aussi à la situation de Monsanto est gérable? Je dirais que c'est gérable, mais ça va me coûter 15 milliards personnellement. 15 milliards ici, c'est beaucoup d'argent. C'est presque, par rapport à la valorisation actuelle ici de l'entreprise, c'est un quart de la valorisation actuelle. Mais est-ce qu'elle va le payer en une fois? Non. Généralement, elle provisionne cet argent-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle met déjà actuellement cet argent de côté pour pouvoir se protéger dans le futur. Donc, Bayer, c'est une bonne entreprise. Pour ceux qui veulent investir par rapport aux dividendes, c'est une entreprise qui a la capacité de pouvoir faire croître son dividende ici. Actuellement, on est à 3%. Idéalement, on pourrait être à 7% s'il n'y a pas de dette ici. Et quand même on considère la dette, on est aux alentours de 4,8%. Et si on l'achète au bon prix, ça peut être un run. Donc, ici, soyez patient si vous possédez cette entreprise. Voilà, le prix est juste correct. D'accord? Donc, maintenant, pour ceux qui font du DCA, je ne dis jamais DCA, je dis toujours DVA. Parce qu'on évalue toujours une entreprise avant de l'acheter. Toujours. Ceux qui vous disent le contraire vous racontent n'importe quoi. Donc, sauf si si vous êtes sur des ETF, et encore les ETF, il faut savoir lesquels. Donc ici, vous achetez cette entreprise. Si vous avez cette entreprise en portefeuille, dépendamment du prix d'acquisition, le prix actuel est juste correct. Idéalement, moi, je l'aurais acheté à 30 euros, mais ça, c'est pour moi, c'est mon prix idéal, parce que je demande toujours une décote de 50%. Toujours. Pour moi, ça me permet de me protéger par rapport aux erreurs d'analyse que je peux faire. S'il y a quelque chose que je n'ai pas vu ici, imaginez qu'on vous dit par exemple que Monsanto, au lieu des 15 milliards, ça sera peut-être 60 milliards. Là, ça change beaucoup de choses. Ça pourrait impacter négativement cette entreprise aussi. Donc, j'essaie de me protéger au maximum. Donc, ici, pour Bayer, c'est une belle entreprise, enfin, une entreprise correcte que je vais mettre dans la watchlist, d'accord, de la chaîne. Et idéalement, j'aimerais l'acheter aux alentours des 30 euros l'action. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui, n'oubliez pas de liker la vidéo et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller sur l'onglet de la chaîne ici et cliquer sur rejoindre pour, voilà, m'encourager dans ce que je fais ici. Donc, dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.